Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, on vous entend. Très bien. Oui, ça va. Donc, je crois qu'on peut commencer la réunion. Très bien. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette rencontre. Je rappelle que cette rencontre fait partie d'une série de rencontres intitulée Rencontres sur les rives de la traduction. Je voudrais aussi vous rappeler que ces rencontres ont pour objectif principal de faciliter un échange de vues informel sur la traduction, la traductologie et les problématiques de la traduction entre les étudiants, les professionnels du métier et bien entendu les chercheurs. Permettez-moi d'accueillir chaleureusement notre invité, notre intervenant d'aujourd'hui, Jean-Marie Leray. Jean-Marie Leray est un traducteur anglais-italien vers le français, interprète italien, italien-français, français-italien. Il est un traducteur-interprète professionnel depuis 35 ans, dont 25 ans à la tête d'une société de traduction et 10 ans en tant que formateur marketing pour traducteurs, interprètes et agences de traduction. Notre invité a certainement été invité pour de bonnes raisons. Jean-Marie va nous parler de ce que sont les évolutions du marché de la traduction et du métier dans le monde entier. Et bien sûr, il va nous parler aussi de la nécessité de s'adapter. Voilà un sujet très pertinent et très intéressant pour les étudiants. Un sujet qui certainement met en exergue l'aspect pratique de la profession de la traduction. Jean-Marie est toujours disponible en cas de besoin pour livrer des renseignements et des conseils sur le marché de la traduction qui sont des conseils pratiques, pertinents et à jour aux étudiants, à mes étudiants en particulier. Maintenant, je cède la parole pour 10-15 minutes à Jean-Marie pour faire une brève introduction sur ce thème. Et la parole sera ensuite donnée à la salle pour une première série de questions. Vous pouvez poser vos questions en anglais, en français et en anglais, mais pas en arabe. À toi la parole, Jean-Marie. Alors, j'active, vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être avec vous et je remercie Amouda de m'avoir invité. C'est vrai qu'en présence, c'est autre chose, mais bon, vu les circonstances, on va se contenter de cette plateforme. Et donc, j'espère que ça sera aussi fructueux que si on s'était rencontrés personnellement. Alors, dans mon idée, je vais vous présenter une diapo que j'ai déjà présentée à l'occasion de Team VOM il y a 4 ans, 5 ans, à Tunis. 5 ans en 2015. Voilà, mais c'était au cœur d'une présentation, il y avait beaucoup d'autres diapos, donc là, je n'en ai choisi qu'une. Et je vais vous faire la présentation à partir de cette diapositive. Après quoi, vous serez libre de me poser les questions que vous souhaitez. Alors, je vais maintenant vous montrer la diapo. Alors, attendez, elle est là. Voilà. Alors, cette diapositive, bon, c'est un modèle qui s'appelle les 5 forces de Porter, qui sont en général un modèle utilisé en général pour l'économie, les grandes entreprises, etc., etc. Moi, je l'ai adapté à notre condition de traducteur.
Et ce modèle représente les tensions du marché. C'est-à-dire que vous, moi, nous sommes au cœur d'un marché qui est en général le marché de la traduction. Et en particulier, notre marché à nous. Je dis toujours qu'un traducteur, une traductrice égale un marché. Parce que même si vous faites les mêmes langues que votre voisin, les mêmes domaines, vous n'aurez jamais le même marché. Chacun a son propre marché. Alors, ce marché, il est toujours en tension, c'est-à-dire que c'est un rapport de force. C'est un rapport de force entre les différents intervenants du marché de la traduction. Donc, le premier, ce sont les agences. Ensuite, vous avez horizontalement les clients et verticalement, vous avez les concurrents, c'est-à-dire vos collègues, ceux qui font les mêmes langues que vous, ceux qui font les mêmes marchés que vous, les mêmes spécialités. Et en bas, vous avez les produits de substitution. Alors, les produits de substitution, je ne vais vous en citer qu'un seul, c'est la traduction automatique, qui rentre avec force depuis quelques années sur le marché et qui est en train d'exploser. C'est-à-dire que maintenant, tous les grands groupes des fournisseurs de services linguistiques, donc les agences, chaque grand groupe a son propre système de traduction automatique. Et de plus en plus, quand ils font appel à vous, ce n'est plus uniquement pour traduire, mais très souvent, de plus en plus souvent, c'est pour post-éditer de la traduction automatique. Alors, évidemment, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que, premièrement, ça change les tarifs. Et les tarifs, c'est une conquête permanente. Les agences négocient tout le temps les tarifs avec les clients. Et en général, rares sont les agences qui sont en position de force avec les clients. Donc très souvent, elles s'adaptent, elles acceptent les conditions des clients qui les mettent en concurrence et qui disent, si vous n'acceptez pas mes conditions, je vais chez le concurrent. Donc souvent, les agences acceptent des prix qui sont vraiment tirés vers le bas. Et vous, en tant que traducteur, vous êtes au milieu. Excusez-moi, je dois boire. Donc vous, en étant au milieu, bien souvent, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est-à-dire que l'agence se comporte avec vous comme le client s'est comporté avec l'agence. Et l'agence vous dit, mes conditions, c'est ça. Tu les acceptes, sinon, j'appelle quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est pas toujours comme ça. Il peut y avoir des marges de négociation, mais ça suppose que vous ayez établi avec l'agence une relation de partenaire et non pas seulement d'exécutant des ordres. Mais pour ça, souvent, ça demande assez longtemps parce que il faut que vous prouviez à l'agence votre valeur, votre savoir-faire, votre qualité, votre aptitude à respecter les délais, etc., etc. Vis-à-vis des concurrents, qui sont vos collègues, qui sont les personnes avec qui vous étudiez, qui vont peut-être avoir les mêmes langues que vous, les mêmes couples de langues, qui vont peut-être avoir les mêmes domaines de spécialisation que vous. C'est simple, il faut se demander pourquoi un client ou une agence ferait appel à moi
plutôt qu'à mon ami, mon camarade ou mon concurrent. Et c'est là où votre valeur intervient. C'est là où la qualité de ce que vous fournissez intervient. Alors, la difficulté, c'est que la qualité suppose un prix. C'est-à-dire que si vous travaillez bien, si ça fait des années que vous vous formez en continu, vous allez attendre un prix payé qui vous gratifie, parce que c'est un signe de reconnaissance de la formation que vous avez, de l'engagement que vous avez depuis des années. Donc, si les prix qui vous sont proposés sont trop bas et que vous les acceptez parce que vous ne pouvez pas faire autrement, ou, etc., vous allez travailler dans des conditions, disons, pas satisfaisantes. Parce qu'en général, si on travaille à un prix jugé trop bas, on va faire toute la traduction un peu tendue, en se disant, oui, je fais ça, mais j'aurais préféré une rémunération un peu plus élevée. Et enfin, la question de la traduction automatique est vraiment quelque chose qui émerge avec force sur notre marché. Parce qu'évidemment, pour les agences de traduction, ça leur permet de baisser les prix. Mais vous, au lieu de traduire, vous en êtes réduit à éditer le texte qui vous est fourni. Alors, la traduction automatique, question qualité, si on déplace le curseur de 0 à 100 ou à 10, comme vous voulez, c'est extrêmement variable. Ça dépend non seulement des couples de langues, mais ça dépend aussi des domaines. Alors, personnellement, je n'ai aucune expérience du marché de la traduction pour la langue arabe, donc je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet. Probablement, Hamouda serait bien plus explicite que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'anglais-français, ça dépend aussi des agences, ça dépend aussi des groupes. Parce que les groupes qui forment leur propre moteur de traduction automatique le forment sur la base des corpus qu'ils possèdent. Depuis le temps qu'ils font des traductions, ils ont les textes sources, ils ont les textes cibles, ils mettent tout ça dans la machine. Mais bon, ça dépend déjà de la quantité, parce que pour former un moteur de traduction, il faut des corpus vraiment, vraiment importants. Donc, plus ces agences ont des corpus bilingues nourris, importants, spécialisés, et plus le résultat de la traduction automatique sera bon. Ça, c'est le postulat de départ. Après, vous allez voir chaque fois que vous allez être confronté à un texte traduit automatiquement, le niveau du texte. Ce qui fait que lorsque vous intervenez dessus, en plus, on vous demande une certaine productivité. Donc, vous n'avez pas non plus le temps de fignoler. Il faut produire. Et produire, si le texte de départ n'est pas au maximum, le résultat à l'arrivée, pour autant que vous soyez bon, ne sera pas le meilleur. Mais ça, il faut reconnaître que les clients l'ont pris en compte. Parce que les clients se rendent bien compte que faire de la post-édition de traduction automatique et faire une traduction par un traducteur chevronné, il est évident que le résultat n'est pas le même. Mais le coût non plus pour le client. Donc le client a choisi son compromis. Il paie moins,
et il a une qualité moindre. L'important, c'est que par rapport à ses besoins, il faut que cette qualité lui le satisfasse. Et donc, c'est toute une histoire de dosage. Et c'est là où c'est à vous de comprendre quelle est votre bravoure, combien vous êtes bon à post-éditer. Parce que la production pour la post-édition d'un texte plus ou moins de qualité au départ, ça donne un résultat. Moi, j'appelle la traduction automatique l'industrialisation du goût du neuf. Vous savez ce que c'est que le goût du neuf? C'est quand un client dit, bon, mais un certain niveau de traduction de qualité me suffira. Mais voilà, c'est ça, la traduction automatique, c'est ça. Parce que si c'est un grand groupe, par exemple, qui fait de la communication financière de très haut niveau, il est évident que faire une post-édition de traduction automatique, le résultat ne sera pas à la hauteur. Mais ça, c'est si vous voulez, si c'est vous qui négociez directement avec le client, vous pouvez lui expliquer ça et vous pouvez voir quelle sera sa réaction. Il pourra vous dire, si c'est quelqu'un qui tient à sa communication, il pourra vous dire, bon, mais je préfère payer un peu plus, mais que la qualité soit meilleure. Par contre, si le client a négocié avec l'agence, vous êtes au milieu et vous n'avez pas votre mot à dire. Vous pouvez dire à l'agence, là, il y a des problèmes, il faudrait interpeller le client pour lui signaler ça et cela, mais si vous êtes payé, disons, à un niveau juste suffisant, vous n'aurez pas envie non plus de perdre votre temps. Donc, le temps, c'est de l'argent, et ça compte beaucoup quand on est en carrière. Hein, quand vous avez une carrière, vous savez plus ou moins combien vous devez gagner par mois pour avoir une vie décente. Et donc, en fonction de ça, vous calculez quelle doit être votre productivité en fonction du prix qui est attribué à cette productivité. Donc, c'est tout un jeu de dosage qu'il faut apprendre à gérer. Et ça, c'est pas extrêmement rapide. Ça s'apprend avec le temps. Donc, il faut de l'expérience. Au début, on ne peut pas avoir les mêmes prétentions que quelqu'un qui connaît son métier et son marché sur le bout des doigts. Donc, voilà. Je vous ai fait un peu le tableau de ces différentes tensions. Comme introduction, je pense que ça peut suffire. Donc, j'arrête le partage d'écran et puis à vous pour la suite. Merci, Jean-Marie. Donc, la parole est à la salle maintenant. Qui veut prendre la parole? Ok. Nous avons Amin Fejri et puis Wissal Khlifi. Amin. Oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça va, merci, oui. Voilà, merci Jean-Marie, c'était vraiment une bonne petite présentation, quoi dire. Oui, Juste en se référant donc au schéma. Le schéma de Porter s'entoure sur ce qu'on appelle l'avantage compétitif. Donc, oui. ma question est plus précise. Juste à travers du schéma, quels sont les avantages compétitifs qu'on peut tirer donc pour un traducteur ou bien un interprète? Ok. Alors, je réponds d'abord sur cette question. Ok. Alors, cette question amène, amène une autre présentation. Il y a en 2013, j'ai fait une série de billets
sur mon blog, 3 billets qui intègrent la diapo que je vous ai fait voir. Et le premier billet s'appelle « Apprendre à se connaître en tant que traducteur ». C'est-à-dire que les avantages compétitifs, ce sont les vôtres, ce ne sont pas ceux du voisin. Et pour les connaître, ça suppose que vous vous connaissiez en tant que traducteur. Et pour se connaître en tant que traducteur, il faut faire des petites recherches. C'est-à-dire, il faut avoir une idée assez précise du marché de la traduction en général, mais surtout du marché de la traduction qui vous concerne à vous. Donc, ça veut dire faire une étude de marché à votre niveau personnel en fonction de vos langues de travail, en fonction de vos points forts. Évidemment, il faut que vos points forts, autant que possible, correspondent aussi à des exigences du marché. C'est-à-dire que, par exemple, les exigences du marché en traduction financière sont très élevées, mais tout le monde n'est pas capable de faire de la traduction financière. Idem pour la médecine, idem pour le droit, etc. Donc, en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de vos études, en fonction des formations que vous suivez continuellement, un traducteur, il doit toujours se former, toujours. Toute la vie, toute votre carrière, vous allez vous former. Et quand vous allez sortir de l'université, vous allez vous former en travaillant, et quand vous ne travaillerez pas, ça ne sera pas une occasion pour rien faire. Non, ça sera une occasion pour continuer à apprendre. Alors, apprendre, ça veut dire comprendre quels sont les marchés qui peuvent vous intéresser. Quels sont les marchés sur lesquels les clients ont besoin de traducteurs comme vous. Et en fonction, quand vous mettez tout ça ensemble, et surtout quand vous êtes capable d'évaluer ce que vous valez en tant que traducteur. Quand vous faites une traduction, vous avez tous traduit, quand vous faites une traduction, que vous remettez votre copie ou que vous remettez votre traduction à votre client, vous qui l'avez faite, vous savez quel est le niveau de ce que vous donnez. Vous savez si vous êtes à 70%, 80, 90, 100%. Et si vous ne le savez pas, c'est grave et il vous faut vous poser des questions pour savoir si ce métier est adapté à vous. Parce qu'on doit toujours savoir la qualité du résultat que l'on rend. Donc, en fonction de vos points forts, qui seront la base sur laquelle vous pourrez démarcher des clients, vous aurez votre avantage compétitif. C'est là où il se situe, c'est le vôtre, c'est pas celui du voisin, et donc c'est à vous de le découvrir. Et surtout, si vous voyez que vous avez des points faibles, et si vous savez que ces points faibles peuvent vous servir dans votre métier, il faut de suite les renforcer. De suite. Ou sinon, vous passez à autre chose. Vous changez de secteur. Voilà un premier élément de réponse. Très bien, merci. Wissal. Salut, Monsieur Jean-Marie. Merci pour la présentation. Vous avez un stylo maintenant, n'est-ce pas? Parce que j'ai 4 questions à poser. Oui, c'est ça le pardon? stylo. Oui, Vous avez un stylo maintenant. Parce que j'ai
questions à poser. Ok, ce qui a attiré mon attention est la diversité de votre Oui. parcours. Oui, Traducteur, oui, interprète, oui, modérateur web, oui. vous avez une chaîne YouTube et un blog, vous êtes un entrepreneur, un maître conférencier, ainsi qu'une expérience dans le domaine de la traduction de plus de 30 ans. Oui. Quelle charge de travail représente la maintenance et l'équilibre de tout ça? Comment pouvez-vous s'adapter au stress et au rythme de travail? Comment vous avez réussi à organiser votre temps de telle manière efficace et à laisser cela vous aider à avancer dans votre carrière et non l'inverse? Et aussi, selon vous, comment peut-on réussir à se démarquer dans un secteur d'activité assez compétitif, le domaine de la traduction et interprétariat? Aussi, quelles sont les erreurs qui peuvent mettre fin à notre carrière? Et finalement, Excusez-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui peut mettre fin à votre carrière? Oui, les erreurs. Ah, les erreurs, pardon, j'avais pas compris. Oui. Et finalement, freelancer ou appartenant à une agence ou entreprise, qu'en pensez-vous? Et merci. Bon, mais c'est assez vaste. Alors, la diversité de mon parcours, comment vous dire? J'ai passé les premières années à beaucoup travailler. Je me rappelle 2 mois en particulier, je ne sais plus quelle année c'était, mais en fait c'était dans les années 90, début des années 90, où en 2 mois, alors il faut 90 et il y a 30 ans. Donc il y a 30 ans, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et pendant 2 mois, pas consécutifs, hein, mais 2 mois dans une année, j'ai fait 900 pages par mois, dans le mois. Ce qui était une quantité de travail folle, folle. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Si je regarde en arrière, je suis incapable de dire comment j'ai fait. Probablement la jeunesse, l'envie. Des fois, je travaillais 24 heures sur 24. Je me rappelle les journées, j'avais même pas le temps de manger. Bon, c'est évident que on peut pas baser sa vie parce que en dehors de ce que vous dites, il y a aussi la vie familiale. J'ai un fils, une femme. Bon, concilier tout ça, c'est pas évident. Et donc, j'ai toujours cherché, à partir du moment où la traduction me prenait trop, parce que par exemple, l'interprétariat, je suis interprète, mais j'aime pas beaucoup me déplacer, j'aime pas les mondanités, je suis plutôt ours. Donc, si, quand je fais l'interprète, je suis content, ça va très bien, mais c'était pas ma première option. Et quand j'ai vu que la traduction me bouffait vraiment la vie, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, à partir de là, j'ai voulu commencer à diversifier. Et il y a un autre élément aussi, qui a été très, très important pour moi, c'est qu'au début, j'ai mis une page, on est vers la fin des années 90, j'ai mis une page, un profil sur Prose, qui est, vous connaissez tous, je suppose, qui est une place de marché pour traducteurs. Et je me rendais compte que ma visibilité sur Prose ne dépendait pas de moi. Elle dépendait de la plateforme. Elle dépendait du bon vouloir d'une plateforme sur laquelle je n'avais aucune influence. Donc, en fonction de ce qui décidait, je pouvais être visible ou être au millième rang de la 2000e page. Donc, je me suis dit, ça va pas. Si je veux organiser ma visibilité, je dois prendre les choses en main et je dois m'en occuper tout seul. Et donc là, j'ai appris à coder en HTML, à faire mon premier site. C'était très artisanal, mais j'ai beaucoup appris. Et j'ai surtout beaucoup appris comment fonctionne le web, comment fonctionne Internet et comment fonctionnent les réseaux sociaux, qui aujourd'hui ont une importance
gigantesque, qui est même exagérée, mais ça peut servir dans notre métier. Et puis un jour, vous savez, quand vous travaillez longtemps, il y avait des moments, je traduisais, j'avais l'impression d'être à l'usine. Comme si vous êtes à la chaîne, vous faites toujours la même chose sans vous rendre compte, et ça ne m'apportait plus rien intellectuellement. Et donc là, je me suis dit, il faut que tu te remettes en question, parce que une carrière, c'est long. Bon, ça fait 35 ans, c'est long. Vous êtes au début, donc vous allez devoir vous projeter en avant, et chaque fois, vous allez devoir trouver de nouveaux défis qui vous motivent intellectuellement. Ça peut être aussi financièrement, ça peut être pour assurer la vie de votre famille, tout ce que vous voulez. Mais il faut toujours se poser des défis. Comme disent les Anglais, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que sinon, on reste dedans et puis il arrive un moment, on ne se rend pas compte et on est dépassé par les événements. Moi, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de traducteurs de mon âge ou qui ont 20, 30 ans d'expérience. La traduction automatique, ça leur reste en travers de la gorge. Parce que ça fait baisser les prix. Bon, moi, oui, aussi, mais je m'adapte. Il faut une grande capacité d'adaptation dans ce métier. Et c'est ça qui explique la diversité. Parce que sans cette diversité, je serais tout seul dans mon trou. Je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et puis, à un certain moment, maintenant j'ai un peu plus de 60 ans, on a envie de partager. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. J'ai envie de partager. Je sens que j'ai un gros bagage d'expérience. J'aimerais le partager. J'aimerais faire des formations full immersion avec les traducteurs pour leur dire tout ce que j'ai appris. Aujourd'hui, on n'a plus trop le temps. Tout va vite, il faut que ça aille très vite. Mais ce qui manque souvent au début du métier, c'est d'avoir une réflexion sur son propre métier. Des fois, on se lance, on se dit, tiens, je vais faire ça, je pars sur ça, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. OK, pour partir, c'est très bien. Mais il arrive un moment, il faut s'arrêter quand on est en face d'un carrefour avec une rue à gauche, une à droite, une tout droit, et je prends laquelle et pourquoi. Donc il arrive un moment où il faut s'arrêter, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Les erreurs, je crois que c'est de ne pas fournir la qualité. Je crois que ça, c'est la première erreur que peut faire un traducteur. C'est d'avoir la présomption de pouvoir tout faire. Moi, je vois beaucoup de personnes qui traduisent dans toutes les langues, enfin, dans 2 ou 3, dans celles qu'ils connaissent. Moi, ça fait 35 ans que je suis bilingue français-italien. Je parle italien, des fois j'en oublie mon français. Je ne traduis jamais en italien. Et pourtant, je pourrais le faire. Mais je sais que mon vocabulaire ne serait pas à 100%. Je ne traduis jamais en italien. Et je vois des gens qui ont beaucoup moins d'expérience et qui se lancent allègrement. C'est pas un défaut en soi, mais selon moi, c'est pas professionnel. Je sais que ce point-là est très sensible à l'université. Je suis intervenu il y a 2 ans, je ne sais plus, à Paris, et tous les profs m'ont dit, ah mais si, c'est bien, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est mon expérience. Maintenant, il peut y avoir des très bons bilingues, mais à ne pas faire si vous n'êtes pas sûr à 100% de vous. Ça, pour moi, c'est une erreur.
Alors, une erreur qui peut vous coûter votre métier, c'est de mal vous entourer. C'est-à-dire que même avec les agences avec lesquelles on travaille, les agences, c'est comme les traducteurs, c'est comme les garagistes, c'est comme les politiciens, c'est comme tout ce que vous voulez. Il y a les bons, les moins bons, les méchants, les nuls. Il faut trouver les bonnes agences, celles avec lesquelles vous réussissez à établir une relation de confiance. Et souvent, moi j'ai eu un peu d'ennuis de santé, je me suis arrêté pendant quelques mois. Donc évidemment, quand vous arrêtez pendant quelques mois, vous perdez du jour au lendemain tous vos clients. Quand je me suis remis, j'ai contacté des collègues, amis, en leur disant, bon écoute, je repars de zéro, tu peux me signaler des agences, etc. Donc on m'en a donné quelques-uns. Et il y a un truc, je vous dis ça pourquoi? Parce que des agences avec lesquelles ses collègues s'entendaient parfaitement, mais avec moi, ça n'a pas marché. Et à contrario, des agences avec lesquelles ils n'avaient pas envie de travailler, avec moi, ça a été super bien. Donc, c'est pas uniquement à sens unique. C'est toujours basé sur la relation qui se crée entre vous et vos clients, bien sûr, parce que vous pouvez aussi chercher des clients directement, pas seulement les agences. Mais là aussi, il faut être certain que quand votre client direct vous demande des services que vous n'êtes pas en mesure de lui offrir, mais il vous les demande à vous, pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous êtes son interlocuteur. Et bien dans ces moments-là, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut lui dire, bon, ça, je ne peux pas le faire, mais j'ai des collègues, j'ai un réseau. Et le réseau qui se crée, il est évident que si vous lui envoyez un collègue pour faire une langue dans laquelle vous ne travaillez pas, il faut que ce collègue soit à la hauteur. Parce que sinon, c'est votre réputation que vous jouez. Donc, c'est pas évident de négocier directement avec les clients, tout comme c'est pas évident de négocier directement avec les agences ou directement avec vos collègues si vous montez un réseau entre vous. Voilà, les erreurs aussi, ne pas être en mesure d'évaluer la complexité d'un travail. J'ai vu des traducteurs, quand j'ai eu mon agence, j'ai fait travailler des traducteurs. Je leur donnais un travail, ils étaient incapables d'évaluer la quantité, la difficulté, le temps. Et ça, c'est la base du métier. Quand vous négociez un prix pour une traduction, tout va dépendre de votre évaluation de départ. Si votre estimation est juste, vous êtes sûr de retomber sur vos pieds. Si vous vous plantez sur votre évaluation, vous risquez fort de travailler à perte. Parce qu'une fois que le travail est fait, vous ne pouvez plus dire au client, ah, mais j'ai demandé ça, mais en fait c'était 200. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a une série d'erreurs à ne pas faire qu'on apprend évidemment avec le métier, mais surtout en étant sérieux et consciencieux au travail. Je m'arrête là pour l'instant. J'espère avoir répondu à vos questions. Très bien. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Monsieur Hafien. Est-ce que vous m'entendez? Wannes Hafien? Et est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Léo, Monsieur Hafien?
Très bien. Alors, Mohamed Salah Aïssa. Je donne la parole à Mohamed Salah Aïssa. Greetings. My question is going to be in English, and it is as follow. Sir, you mentioned machine translation and the fact that the further the translation company or firm grows, and by that I'm referring to those using translation softwares, the more accurate is the quality of the translation. And as you said again, we are talking about post-editing. However, some of these companies or firms hire freelancers and for translation projects and demands the freelancer to use softwares such as Trados and so on. We're talking about memory softwares, memory translation softwares. And the question is, should the translator charge them extra or higher? Since when you do so and you accept these terms, they'll be using the translation memory collected from your project for future or next project they have in plans. And thus, in a sense, they will continue to use your efforts even though the project is over. Thank you, sir. C'est pas facile comme question. Alors, la question de la propriété des mémoires de traduction est une question débattue depuis des années. Et selon les pays, les circonstances ne sont pas les mêmes. En Italie, c'est pas pareil qu'en France. En France, on considère que la mémoire de traduction appartient au client. En Italie, il y a des contrats au niveau des associations de traducteurs qui disent que la mémoire appartient au traducteur. Avec la traduction automatique, ils ont mis tout ça dans le même panier. Et en fait, ce sont les agences, bien sûr, les grands groupes, parce que là, il faut parler de grands groupes, qui utilisent les mémoires que vous allez créer en traduisant, en post-éditant ou en utilisant d'abord les mémoires qui vous fournissent, vous allez en améliorer la qualité, tout ce que vous voulez, mais facturer plus pour ces services, même si en théorie ça peut paraître juste, dans la pratique, c'est pas réalisable. Pourquoi? Parce que le but des groupes qui vous fournissent de la traduction automatique pour post-éditer, ils font ça pour baisser les prix. Je vais vous faire un exemple personnel. Un grand groupe de traduction avec lequel je travaille depuis au moins 25 ans. Je refusais toujours de baisser mes prix. Il est arrivé un moment où du jour au lendemain, alors imaginez, pendant 25 ans, des fois il m'appelait tous les jours, plusieurs fois par jour, le vendredi pour le lundi, etc., etc., etc. Du jour au lendemain, ils ne m'ont plus appelé pendant 6 mois. 6 mois. Bon, comme j'avais quand même des relations personnelles avec certaines personnes, je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, c'est simple, ils ont décidé que si tu baissais pas tes prix, on ne t'appellerait plus. Voilà, point barre. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez très bien dire, bon, mais ne m'appelez plus. Mais le problème, c'est que les autres groupes se comportent exactement de la même façon. Alors, vous pouvez très bien rester sur vos principes, mais vous risquez aussi de vous retrouver sans client. Alors, c'est là où je vous parlais au début du dosage. Il faut toujours doser. Et puis, attention,
C'est pas parce que j'arrive, moi, du haut de mes 35 ans de métier, qu'on va me faire une fleur. Non, non. Tout le monde s'en fout. Donc, de ce point de vue-là, je suis au même niveau que celui qui a commencé hier. Tout se joue sur l'acceptation des conditions. Alors évidemment, si c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas accepter n'importe quoi. Mais il faut trouver un compromis. Parce que les groupes, ils se rendent compte aussi que ils peuvent pas faire que de ça sous peine de ne plus fournir que de la qualité insuffisante. Donc, il faut la moitié du chemin, vous faites l'autre moitié, vous vous rencontrez et vous essayez de trouver un juste milieu. Donc, prétendre ou vouloir facturer plus parce que vous allez créer une mémoire ou tout ça, même si je peux comprendre, parce que ça a été aussi mon raisonnement pendant assez longtemps, à la fin, c'est pas réalisable. C'est du moins mon avis. Vous pouvez très bien trouver un groupe, je préjuge pas, vous pouvez trouver un groupe qui sera d'accord avec vos conditions. Mais ça, c'est à vous d'avoir la sensibilité de comprendre votre interlocuteur. Voilà. Très bien, merci. Alors, Amine Fejeri. Oui, merci. Merci. Juste une continuation à ce que mon collègue Mohamed a demandé précédemment. Donc, les facteurs qu'on a cités, donc les 4 majeurs, fournisseurs, concurrents et clients, et aussi donc la machine de traduction. Je pense personnellement que la machine de traduction est le facteur le moins qui provient de menaces pour nous. Ça entre dans la catégorie de technologie, parce que je pense, et ça d'ailleurs c'est un autre sujet, que la technologie ne va pas remplacer les traducteurs et les interprètes, mais je pense à l'encontre, ce qui va nous remplacer, ce qui va nous menacer, ce sont les traducteurs ou bien les interprètes qui utilisent la technologie. Ma question juste pour l'adaptation, donc juste pour s'adapter, donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, comme vous l'avez cité, l'environnement, et le marché et tout ça. Donc juste si on parle de la technologie, est-ce que c'est important pour nous donc d'adopter donc la technologie donc pour mieux donc s'adapter avec les marchés et les environnements? Alors, la technologie, en traduction, elle n'a pas cessé d'évoluer. Ça fait plus de 20 ans qu'on est parti de la machine à écrire. Personnellement, j'ai connu la machine à écrire, donc au tout début, quoi, disons. Après, on est passé au traitement de texte. Et puis après, on a commencé à avoir des environnements de traduction avec les mémoires, avec la recherche contextuelle. Bon, c'est le début de Trados, etc. Ensuite, il y a la traduction automatique qui arrive dans ses diverses formes, hein, puisque la traduction automatique, au début, c'est la traduction à base de règles. La traduction à base de règles, elle part de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 2000. Pendant 50 ans, les Russes, les Américains, les Français ont dépensé des millions et des millions et des millions de dollars pour créer des systèmes de traduction automatique sans arriver pratiquement à rien, ou à tellement peu que c'est pas significatif. Il faut attendre Google pour avoir, même pas IBM, Google, pour avoir un changement significatif avec la traduction hybride. Et pourquoi Google? Parce que ce sont les seuls au début qui ont eu suffisamment de données, qui ont eu des bases
bilingue suffisamment importante pour appliquer la statistique à la traduction. Et ça, c'est une étape cruciale parce que la qualité des traductions automatiques pendant 50 ans, on pouvait dire c'est nul. À partir de Google, ça commence à devenir toujours meilleur. Meilleur et meilleur et meilleur. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et maintenant, on assiste à quoi? On assiste à la traduction neuronale, intelligence artificielle. Alors là encore, on en est au tout début. Mais quand on voit les progrès de la traduction automatique depuis 20 ans, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Quand on voit les progrès de la traduction depuis 20 ans et qu'on imagine une seconde, même si c'est même pas possible d'imaginer, la puissance de calcul qui vont attribuer maintenant à la traduction, on peut se dire que de plus en plus, la qualité va s'améliorer. Et pas seulement du fait des traducteurs qui améliorent la traduction, parce que si vous améliorez une base de données au niveau d'un groupe de traduction, ça reste en interne. Google, on n'est pas en interne, on est au niveau planétaire. Et ça avance continuellement. Alors, le discours de dire ceux qui cassent le marché, ce sont les traducteurs qui utilisent ces techniques, je suis d'accord. Je suis combattu depuis le départ avec ça, parce que je m'en rends compte. Mais je me suis retrouvé à un moment où, mais alors, il y a une évolution des clients aussi, depuis 10-20 ans. Les grands groupes qui n'ont pas de problème d'argent, quand vous traduisez leur bilan, leur compte financier annuel, ils ont des bénéfices de millions et de millions de dollars. Il y a 20 ans, ils vous payaient les traductions, c'était un luxe, c'était magnifique pour les traducteurs. C'était des prix, et les prix n'ont pas augmenté, ils ont baissé, ils ont été divisés par 50, par 10. Bon. Alors, ces clients-là, ils sont plus disponibles à payer comme avant. Ils vous demandent toujours plus de productivité et pour payer moins. Donc, c'est une confluence clients, grands groupes, etc., qui oblige les traducteurs à s'adapter. Parce que si vous réussissez à trouver une niche de clients qui vous font travailler comme vous le souhaitez, au prix que vous le souhaitez, je suis heureux pour vous et je souhaite que ça dure toute votre carrière. Mais si je peux me permettre, ça s'annonce difficile. Donc, il faut créer un compromis. Moi, je suis d'accord sur ce que vous dites, que ça ne remplacera pas les traducteurs humains. En aucun cas. Mais c'est là où le traducteur humain doit faire valoir son atout, ses avantages compétitifs, comme on disait avant. C'est comme si le traducteur, par exemple, si vous faites, moi, quand j'avais l'agence de traduction, je faisais travailler d'autres personnes. Bon, on me donnait des boulots, disons, à 80%, 90%, et moi, je mettais les 10% restants. Mais les 10% restants, c'est ça qui fait la différence avec le client. C'est pas les 80% du départ. Parce que si lui, il voit une traduction à 80%, ce qu'il va regarder, c'est les erreurs. C'est pas qu'il y a 80% de bon. Donc, la traduction automatique, c'est pareil. Il faudra toujours le traducteur humain qui sanctionne, qui dise non, ça va pas. Parce que la machine, pour autant qu'elle puisse en apprendre,
En plus, les langues, c'est dynamique, ça évolue en permanence. Mais ne baser sa carrière que sur cette façon de travailler, même si je vous le souhaite, je vois des difficultés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, pas d'autres questions. Sinon, le temps prévu pour cette rencontre d'aujourd'hui est presque écoulé maintenant. Ça va Donc, vite. très vite, oui, il y a presque une heure. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ton exposé et merci de nous avoir fait part de tes connaissances sur ce thème, le métier de traducteur. Donc, oui. Je vois Nadir qui demande la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vers la fin de cette rencontre, je vous prie de vous donner quelques conseils comme un traducteur et un interprète bien classé dans ce monde et dans ce marché-là. Quelques conseils pour avoir une bonne début et une bonne continuation à notre carrière. Et merci. Mais, le conseil, c'est justement d'apprendre à se connaître. Ça, c'est la première condition. Apprendre à se connaître et à savoir ce que l'on vaut en tant que traducteur, traductrice, interprète. Donc, ça suppose de se mesurer aussi avec les autres. Et ça suppose un travail continu sur soi-même. Un travail continu sur ses capacités, sur sa connaissance des langues sources, sur sa connaissance de sa propre langue, parce que bien souvent, il y a des traducteurs qui traduisent en français et qui font des fautes en français. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, il faut apprendre, il faut être parfaitement sûr de sa maîtrise de sa propre langue et évidemment avoir la connaissance des langues de travail et des domaines de travail, aussi bien en traduction qu'en interprétation. Donc, toute votre carrière, elle est basée sur ça, sur votre capacité de connaître, de vous connaître à 100% et de vous former, de vous améliorer en continu. Ça ne s'arrête jamais. Moi, avec mes 35 ans de mon CV, que j'envoie un CV, les gens sérieux, ils me disent, bon, mais vous allez nous faire un test. Donc, le CV, oui, ils l'ont vu, mais ils veulent un test. Et je refuse jamais de le faire. Je fais toujours le test, gratuitement. Parce que c'est le jeu du marché qui veut ça. Donc, et quand je fais le test gratuitement, je suis au même niveau que mon collègue qui a commencé il y a une semaine. C'est tout. Donc, se connaître. Moi, je dis, pour avoir une bonne carrière longue, durable, le cœur du métier, il est là. Et surtout, si quelqu'un qui se connaît se dit, ça va pas, j'ai pas les capacités, ce métier n'est pas fait pour lui. Il faut qu'il change de métier. Parce que sinon, il vivra jamais décemment de son métier. C'est mon avis. Ikram Darassi.
Salut, Monsieur Jean. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et salut, je ne sais pas à qui je parle. C'est Ikram. Bonjour Ikram. Bonjour. Merci. Donc, vous avez mis l'accent sur l'auto-formation. Et puis, je voulais savoir, pour un commencement, et puisqu'on est tous en constante découverte de soi-même et tout, donc pour un commencement, est-ce que faut-il explorer de nouveaux univers comme un débutant et tenter sa chance, ou bien commencer par ce qui nous intéresse vraiment, et ça va nous inciter ou bien nous ouvrir à d'autres univers. Et merci. Alors, le préférable, c'est de se lancer dans ces centres d'intérêt. Parce que quand on a des centres d'intérêt, on est porté volontiers à se former, à s'améliorer, etc. Maintenant, il faut aussi que ces centres d'intérêt correspondent avec le marché. Si vous vous intéressez à la couture, je ne suis pas sûr que la couture, ça puisse vous donner assez de travail pour vivre. Donc, si vous avez des centres d'intérêt qui correspondent avec le marché et que vous savez que en vivant de ces spécialités, vous allez pouvoir gagner suffisamment ou au moins décemment, ok. Si vos centres d'intérêt ne correspondent pas ou correspondent partiellement avec ça, hein, alors à mon avis, là, il faut identifier quelque chose qui marche sur le marché, c'est le cas de dire, et essayer de vous former. Je vais prendre un exemple. La médecine, je ne sais pas si c'est très porteur, mais c'est très difficile. Donc, si vous avez une niche, ça ne s'improvise pas. Donc, il faut voir si vous êtes capable aussi de vous adapter à cette nouvelle spécialité. Parce que moi, par exemple, à mon avis, on peut s'adapter à tout. Moi, j'étais nul, je le suis toujours d'ailleurs, en mécanique. Et pourtant, j'ai travaillé 2 ans avec Iveco, sous les moteurs de camion, à faire l'interprète sous les moteurs, le camion sur le pont et moi dessous avec les mécanos. Alors au début, on n'y comprend rien, mais en travaillant, on s'habitue. Dans ce cas, c'était peut-être sûrement plus facile en interprète qu'en traducteur. Parce qu'en interprète, vous avez le contact direct. Donc, si vous ne connaissez pas quelque chose, vous interpellez la personne et il vous le dit tout de suite. Je ne suis pas sûr qu'en traduction, ça aurait fonctionné de la même manière. Mais ça, c'est à vous de voir, en fonction de vos connaissances, quelque chose dont je n'ai pas suffisamment parlé quand on se crée une clientèle, c'est le réseau. Le réseau, pas seulement de vos collègues, mais aussi des secteurs. Aller aux foires, aller s'intéresser aux sociétés dont vous savez qu'elles ont des potentiels dans les secteurs qui vous intéressent. Ça peut être le pétrolier, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a de gros secteurs qui sont porteurs. Et là aussi, on peut essayer de trouver des professionnels qui travaillent depuis des années et qui cherchent une relève. Parce que c'est difficile de former des bons traducteurs. Il faut du temps. Donc des fois, il faut y aller au culot. Il faut interpeller une personne et lui dire, voilà, j'aimerais me spécialiser dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'il y a des débouchés? Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est une possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Au niveau de chacun, vous allez trouver ça dans vos réseaux, dans vos connaissances, en cherchant et en les élargissant le plus possible. Je m'excuse de vous interrompre, mais il faut toujours relever les défis, c'est ça?
Oui, oui, ah oui, oui, les filles tout le temps. Merci. Il n'y a pas un moment où on arrive, on dit non, tout le temps. Et merci, je vois deux mains aussi, Amine et Mohamed Salah. Si vous le permettez, juste une toute petite question. On entend de nos jours beaucoup le terme localisation Oui, dans le domaine de traduction. Personnellement, je ne comprends pas ce mot. Et lorsque j'ai demandé à un collègue, un traducteur que je connais, il m'a dit que c'est tout simplement une définition un peu plus luxueuse ou bien plus élevée du terme traduction. non, non, non. Ma question est, quelle est votre définition du terme localisation et merci. Alors, la localisation, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué et à l'intérieur de la localisation, le traducteur n'est qu'une brique de l'ensemble. La localisation, par exemple, vous prenez un site web, vous le créez en Amérique et vous allez décliner le site dans une dizaine de langues. Donc, des langues qui n'ont rien à voir entre elles. Ça peut être l'arabe, le russe, le chinois, le tagalog, ce que vous voulez. Le site ne s'adapte pas uniquement au plan linguistique. Il s'adapte aussi au plan culturel. Donc, ça veut dire changer énormément de choses sur un site. Ça peut être changé, par exemple, l'écriture de droite à gauche, de gauche à droite, écriture graphique. Bon. Et par exemple, un autre exemple de localisation, ce sont les logiciels. Quand un logiciel sort, Microsoft ou ce que vous voulez, il doit être localisé dans toutes les langues, dans tous les pays, dans toutes les cultures. Il y a des fois des localisations interlangues. Vous allez pas localiser au Brésil comme au Portugal, en Espagne comme en Argentine ou un autre pays de langue hispanique. Donc la localisation, c'est très complexe. Ce sont des plateformes complexes au sein desquelles la traduction n'est qu'une brique. Et en général, on vous fait travailler sur des systèmes qui sont assez compliqués. Donc, on n'est plus dans Word, on n'est plus dans Excel, on est vraiment dans des plateformes. C'est comme le doublage. Si vous doublez des films, vous allez travailler devant un écran, il faut respecter les mesures, il faut que la traduction ne dépasse pas l'original en longueur, etc. Chaque spécificité, chaque domaine a ses spécificités. Et la localisation, c'est très compliqué, très compliqué. Mohamed Salah. Greetings again, sir. Since we were talking about a niche, or rather a more specialized translation, could you share with us your thoughts and view of translation in the field of gaming and esports? I don't know, for instance, if you have heard about Riot Gaming Company that owns the famous MOBA game League of Legends. It has recently launched a huge project to translate the game into Arabic. And basically, esports are gaining reputation and are spreading into the Arab world. Thank you, sir. Alors, pour le gaming, c'est exactement le concept de localisation. C'est-à-dire que les jeux, ils sont localisés, ils ne sont pas traduits. Et j'avoue que dans le gaming, je n'ai absolument aucune expérience. Aucune. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est compliqué et très spécifique. Donc, et c'est très porteur aussi, hein, parce que les jeux, ils en sortent en continuation. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous conseille de vous rapprocher d'une boîte, d'un éditeur qui produit des jeux
Alors d'abord, avant de vous rapprocher, d'étudier le secteur, d'étudier les concurrents, de voir si vous vous intéressez au gaming, vous savez quels sont les jeux qui sont en vogue, ceux qui sont le plus demandés. Moi, je ne sais rien du tout. Donc, avant de vous rapprocher d'un éditeur, vous faites votre étude de marché sur les jeux de façon à ce que quand vous proposez de manière à ce que votre interlocuteur comprenne que vous savez de quoi vous parlez. Si moi, demain, je vais me proposer devant un éditeur de jeu, l'entretien va durer à peu près 30 secondes. Parce que la première question qu'il va me demander, je serai incapable de répondre. Donc, il saura que je ne suis pas fait pour ça. Et c'est là, quand je parle que chacun, un traducteur égale un marché. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, si vous vous sentez porté sur les jeux, vous faites votre étude de marché et vous montez un dossier. Et à partir de là, vous définissez quels sont les interlocuteurs à qui vous devez vous adresser, mais vous adresser en ayant l'air d'un spécialiste, pas d'un débutant. Thank you, sir. Très bien, merci beaucoup. Merci encore, Jean-Marie, pour ton exposé, pour le temps que tu as pris pour nous rencontrer aujourd'hui. Le débat était vraiment riche, utile pour les étudiants. Donc, je voudrais vous rappeler que la rencontre à 17h a été reportée, mais nous avons une autre rencontre maintenue à 20h avec Vicent Raphaël qui va nous parler de Motherless Tongues, the Insurgency of Language amid Wars and Translation. Merci beaucoup, merci à tout le monde pour la participation et à très bientôt. Au revoir. Et peut-être un rendez-vous à Tunis. À Tunis, oui. Inch'Allah, Inch'Allah. Un de ces jours. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir. Au revoir. Bye.